continuons l'étude des gaz. Alors maintenant, on va voir la relation entre la pression et la température absolue, c'est-à-dire la température en Kelvin. Alors la température, la variable, c'est le T. Alors ça fait appel à la loi de Gay-Lussac qui dit qu'à volume constant, la pression, P, d'une quantité donnée de gaz est directement proportionnelle à la température absolue. Donc, la variable de la température, c'est T. On n'oublie pas que la température absolue, ça veut dire en Kelvin. Pour transformer des degrés Celsius en Kelvin, on additionne 273. Alors, ce que ça nous donne mathématiquement, ça nous dit que si P est directement proportionnel à la température en degrés Kelvin, voici le symbole de proportionnalité. Si on le remplace par l'égalité, on obtient P égale une constante fois la température. Et si on isole la constante, ça nous donne la pression divisée par la température, d'où la loi de Gay-Lussac qui est P1 sur T1 qui est égal à P2 sur T2. On rappelle que sur la feuille de formule, vous aurez la formule suivante qu'on va voir dans quelques instants, P1V1 sur N1 T1 égale P2 V2 sur N2 T2. Et si vous avez besoin de connaître la relation entre la pression et la température, alors vous allez prendre cette portion de cette grande formule. Donc, on ne donnera pas sur la feuille de formule toutes les petites équations qui dérivent finalement de celle-ci. Alors, la loi de Gay-Lussac, on n'impose pas d'unité à la pression. La pression peut être en millimètres de mercure, en kilopascal, etc. Par contre, la température est toujours en Kelvin. Donc, même chose pour la température finale, elle est toujours en Kelvin. Du point de vue graphique, alors c'est une fonction qui est linéaire affine. Elle passe par le point 0, 0. Alors, c'est directement proportionnel. Alors, bien entendu, il faut que la température ici soit en Kelvin. On va orienter nos axes. Et voilà, la pression ici peut être en millimètres de mercure, en centimètres de mercure, en atmosphère, en kilopascal. Bien entendu, le titre, on le place au-dessus du graphique. Alors, juste pour revenir au graphique, en tout point, hein, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que P sur V, donc P1, pas sur V, pardon, sur T, donc sur T1, en tout point, en fait, ça correspond à la pente. Et la pente est constante pour cette fonction. Donc, ça correspond à la pente. On peut prendre, par exemple, le point 0, 0 avec un point qui est ici, le point 0, 0 avec un autre point qui est ici. Donc, ça va toujours nous donner, par exemple, un P2 moins un P1 qui est 0, divisé par un T2 moins un T1 qui est 0. Si on prend le point 0, 0 avec un point qui est non nul, alors ça va nous donner tout simplement une constante. C'est pour ça que nous pouvons faire l'égalité suivante, que P1 sur T1 est égal à P2 sur T2. On pourrait dire est égal aussi à P3 sur T3 et ainsi de suite. Un exemple. Alors, nous avons ici à poser le problème. Nous avons une température qui est à 14 degrés Celsius. On va l'appeler T1. On va tout de suite transformer nos Celsius en Kelvin. On additionne 273. 273 est considéré comme ayant un nombre illimité de chiffres significatifs. Alors, nous allons arrondir, pas arrondir, mais nous allons garder un chiffre après la virgule comme celui qui en a le moins, mais celui qui en a le moins en a un. Ici, c'est sous-entendu 273,0000. Ensuite, nous avons une pression associée à cette température qui est égale à 507 Kelvin, kilopascal, pardon. Donc, kilopascal. Par la suite, on nous demande quelle sera
la pression, donc c'est P2. Nous avons deux conditions ici. Si la température augmente à, et faites attention, hein, elle augmente à 40 degrés Celsius et non de 40 degrés Celsius. Donc la température 2 est vraiment égale à 40 degrés Celsius. On va tout de suite transformer en Kelvin, ce qui va nous donner 313,0 Kelvin. Par la suite, la relation qu'on applique, c'est P1 sur T1 qui est égal à P2 sur T2. Nous faisons le produit des extrêmes est égal au produit des moyens et par la suite, on isole P2. Moi, je vais passer des étapes. Alors, P2 va nous donner P1, T2. Donc, prenez soin d'être en mesure de bien isoler la variable que nous cherchons. Parce que, bon, plusieurs d'entre vous vont inverser ici la fraction. Donc, il faut faire attention. Si on substitue, nous avons une pression à 3 chiffres significatifs. Nous avons par la suite une température T2 qui est à 4 chiffres significatifs, divisé par une température T1 qui est à 4 chiffres significatifs. Donc, nous allons arrondir pour avoir le même nombre de chiffres significatifs que celui qui en a le moins. Donc, P2 va nous donner 553, donc 3 chiffres significatifs. Celui qui en a le moins, c'est celui-ci. Il en possède 3. Maintenant, maintenant, voyons la relation entre le volume et la quantité de gaz, donc le laboratoire que nous avons fait en classe, le volume, et la quantité qui est la variable N et qui est exprimée, bien entendu, en mol. Alors, elle fait référence à la loi ou l'hypothèse d'Avogadro, donc qui dit qu'aux mêmes conditions de température et de pression, le volume d'un gaz est directement proportionnel à la quantité qui est exprimée en mol. Une quantité n'est pas en grammes. Il ne faut pas prendre les quantités des gaz en grammes. Faut pas utiliser la masse dans les formules parce que vous allez voir que de toute façon, la variable de la masse n'apparaît pas dans aucune formule. Alors, la quantité du gaz est toujours en mol. La variable pour le nombre de moles, c'est la petite lettre N. Alors, mathématiquement, si nous avons que le volume est directement proportionnel à la quantité, voici le symbole de proportionnalité. Lorsqu'on le remplace par l'égalité, on ajoute la constante de proportionnalité et si on isole la constante, ça nous donne V, le volume, divisé par N, le nombre de moles. D'où la loi d'Avogadro qui dit que V1 sur N1 est égal à V2 sur N2. Encore là, pour voir la relation, sur votre feuille de formule que vous avez dans les examens, vous pouvez aller consulter cette formule et comme on parle de volume et de nombre de moles, aller chercher cette portion-là de cette formule. Donc, ça vous dit que le volume, on le divise par le nombre de moles. Bien entendu, le volume peut être en millilitres, en litres, peu importe. Par contre, la quantité qui est le nombre de moles, c'est vraiment en moles. Alors, attention, je répète, la quantité, ce n'est jamais des grammes, c'est toujours un nombre de moles. Alors, par la suite, voyons graphiquement de quoi ça a l'air. Alors, ici, vous avez le volume qui est en millilitres en fonction du nombre de moles qui est en mol. On va rallonger ici l'axe. Encore là, c'est une fonction qui est linéaire affine, donc une proportionnalité directe, ce qui veut dire qu'en tout point de la courbe, une courbe en mathématiques ou en sciences, ça peut être une droite, ça peut être une courbe. Alors, en tout point de la courbe ici, de la droite, nous avons toujours, lorsqu'on calcule
la pente, donc une variation du volume sur une variation du nombre de moles, nous avons toujours une constante qui correspond finalement à la pente. C'est pour cette raison que nous pouvons faire l'égalité suivante, que V1 sur N1 est égal à V2 sur N2 est égal à V3 sur N3 et ainsi de suite. Procédons maintenant par un exemple. Alors, nous avons un ballon d'hélium qui occupe un volume de 15 litres. Il contient un nombre de moles, donc un nombre de moles, la variable, c'est le N, qui est égal à 0,50. Nous avons des températures ambiantes nous avons une température ambiante, c'est-à-dire 25 degrés Celsius, et une pression normale, c'est-à-dire 101,3 kPa. On nous demande quel sera le nouveau volume. Donc, c'est V2 que nous cherchons. Si, attention ici, on ajoute 0,2 mol à notre système, à notre ballon, alors le nombre de moles devient 0,50 plus 0,20 parce qu'on ajoute. Nous allons garder le même nombre de décimales que celui qui en a le moins. J'ai 2 décimales ici, 2 décimales ici. Donc, ça va nous donner 2 décimales, donc 2 chiffres après la virgule. Ensuite, la relation qui relie le V et le N, c'est la loi d'Avogadro. Nous posons notre problème et par la suite, nous allons isoler le V2. Donc, produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ensuite, nous substituons. Alors, V2 qui est égal à 15 litres multiplié par 0,70 mol divisé par 0,50 mol. Donc, on prend le temps de toujours poser son problème et on voit apparaître la loi que nous devons utiliser. Alors ici, pour traiter les chiffres significatifs, nous en avons 2, 2, 2. Comme ce sont des multiplications-divisions, nous allons conserver le même nombre de chiffres significatifs que celui qui en a le moins. Ensuite, en lien avec l'hypothèse d'Avogadro, on va travailler le volume molaire comme on a fait en laboratoire avec la grosse seringue. Alors, le volume molaire, en fait, ce n'est pas une propriété caractéristique des gaz, parce qu'en fait, dans le laboratoire, on a constaté que nous avions 2 gaz différents, le dioxyde de carbone et le dioxygène, et lorsque nous avons calculé le volume molaire, eh bien, toutes les valeurs étaient semblables, quel que soit le gaz. Alors, le volume molaire, c'est tout simplement le volume occupé par une mole. On se ramène à une mole de gaz. Et quel que soit ce gaz, sous des conditions, bien entendu, de pression et de température qui sont constantes, le volume molaire, on a qui s'exprime ça peut être en millilitres par mol ou en litres par mol. Alors, allons voir l'hypothèse d'Avogadro en lien avec le volume molaire. On dit qu'aux mêmes conditions de température et de pression, des volumes égaux de n'importe quel gaz contiennent le même nombre de particules. C'est très, très, très logique. Parce que si on a cette égalité, ce que ça dit, c'est la chose suivante. Si vous avez des volumes égaux, donc ces valeurs-là, les numérateurs, ont la même valeur, bien, ça implique automatiquement que le nombre de moles est le même. Donc, le nombre de particules, là, c'est le nombre de moles. Donc, le nombre de moles est le même, c'est sûr et certain, puisque c'est une égalité. Alors, si le numérateur, c'est comme prendre 2 fractions qui ont comme numérateur 8. Si vous voulez que ce soit égal, ces 2 fractions-là, eh bien, ça prend le même dénominateur. Donc, c'est de la logique, en fait. Pour, euh, pour faciliter, on a déterminé certains volumes molaires à certaines conditions, entre autres, à la température et la pression normale. Ça veut dire une température de 0 degré Celsius et une pression de 101,3
kilopascal. Alors, au niveau de la mer, lorsqu'il fait 0 degrés Celsius et une pression de 101,3 kilopascal, nous avons qu'une mole de n'importe quel gaz occupe un volume de 22,4 litres. Il faut apprendre par cœur. Ça va nous éviter soit des calculs, ça va nous faciliter les calculs de connaître cette relation-là. Donc, à température et pression normale, nous avons une mole de gaz qui va occuper un volume de 22,4 litres, environ 22 bouteilles de 2 litres de boissons gazeuses, donc pour vous donner une idée. Et cette quantité-là, si on modifie, donc par exemple, lorsqu'on a fait le laboratoire avec la formation de d'hydrogène, pas la formation, mais avec lorsqu'on a recueilli avec la grosse seringue du CO2 ou bien du dioxygène, si cette journée-là, on avait eu comme température dans le local une température de 0 degré Celsius, si on avait eu une pression de 101,3 kilopascal, toutes nos valeurs obtenues pour le volume molaire auraient été autour de 22,4 litres. Bien entendu, si ces conditions-là de température et de pression varient, on n'a pas le même volume molaire. Ici, on a un exemple avec la température ambiante et la pression normale. Donc, la température ambiante, c'est une température de 25 degrés Celsius. La pression normale, c'est toujours notre 101,3 kilopascal. Alors, on va avoir que une mole va occuper un volume de 24,5 litres. C'est une valeur aussi que vous pouvez apprendre par cœur. On va aller avec un exemple. Ici, ça va nous aider. En fait, on va poser notre problème. On vous demande combien y a-t-il de moles. On cherche le nombre de moles dans un contenant qui renferme un gaz et ce contenant-là est de 69,2 litres. C'est du méthane gazeux ATPN. Donc, combien y a-t-il de moles de gaz dans un contenant qui renferme 69,2 litres de méthane gazeux ATPN? Alors, ce que nous savons ATPN, c'est la chose suivante. Donc, ça peut être notre première condition. La deuxième condition, nous savons que une mole de gaz occupe un volume qui est égal à 22,4 litres. Alors, on peut tout simplement utiliser l'hypothèse d'Avogadro. On pourrait dire que V1 sur N1 est égal à V2 sur N2. On isole le N1 et c'est relatif, hein, j'aurais pu appeler ça N2, V2, N1, V1. Alors, on isole le N1 qui nous donne V1, N2, le tout divisé par V2. On pourrait aussi procéder à une règle de 3, dire la chose suivante. Combien il y a de moles lorsque nous avons un volume de 69,2 litres, alors que nous savons qu'à température et pression normale, une mole, donc les moles en dessous des moles, occupe un volume de 22,4 litres. Si on effectue le calcul dans les deux cas, ces deux méthodes, vous allez voir que c'est le même. Alors, N1, c'est notre 69,2 litres, multiplié par le N2 qui est une mole, le tout divisé par notre V2 qui est 22,4 litres. Alors ici, si on effectue notre règle de 3 pour trouver le nombre de moles, c'est une mole multiplié par le 69,2 litres divisé par 22,4 litres. Vous voyez, c'est le même calcul. Ici, nous avons, si on veut respecter les chiffres significatifs, trois chiffres significatifs. Ici, une infinité. Ici, trois chiffres significatifs. Alors, nous allons arrondir à trois chiffres significatifs. Et voilà. C'est le nombre de moles que nous retrouvons dans cette condition. La relation maintenant entre la pression et la quantité, donc la pression, P, et la quantité qui est N, bien entendu, exprimée en mol. Alors, cette relation-là, nous ne l'avons pas observée en laboratoire parce que c'était difficile pour nous de faire des mesures, hein, et aussi c'est dangereux de manipuler des gaz sous pression. Alors, la relation entre la pression et la quantité d'un gaz, bien entendu exprimée en mol, aux mêmes conditions de température et de volume, alors on va avoir que la pression est directement proportionnelle
au nombre de moles. Alors, encore une fois, si on mathématiquement on traite ça, si on a que P est directement proportionnel à N, voici le symbole de proportionnalité. Si on le remplace par un égal, il faut ajouter la constante de proportionnalité. Et si on isole la constante de proportionnalité, on obtient la pression divisée par le nombre de moles. Elle n'a pas de nom, cette loi-là. Alors, on a donc que P1 sur N1 est égal à P2 sur N2. Encore là, on peut trouver cette sous-formule en allant voir cette grande formule. Alors, nous allons avoir à ce moment-là comme variable la pression et le nombre de moles. Et voilà, on va prendre cette égalité. On ne tient pas compte des autres variables puisqu'elles demeurent constantes. Bien entendu, la quantité est en mol, hein? Ce n'est pas des masses, ce n'est pas des grammes. Graphiquement, si on veut se représenter la pression d'un gaz en fonction de la quantité en mol, nous avons une proportionnalité directe, une fonction linéaire affine. En tout point, la pente donne une constante. Et aussi, en lien avec la théorie cinétique des gaz, on pourrait dire que dans un contenant, lorsqu'on augmente la quantité de particules de gaz, alors il va avoir plus de collisions entre les particules, par le fait même une augmentation de la pression. Alors, c'est une fonction linéaire affine. On va faire un exemple. Nous avons un pneu qui est bien gonflé et qui contient un nombre de moles qui est égal à 5. Donc, on va poser notre problème. Et on a une pression à ce moment-là d'air qui est égale à 220 kPa. Ensuite, on nous demande combien reste-t-il de gaz, de moles de gaz à l'intérieur du pneu. Si on le dégonfle de telle sorte qu'on diminue la pression à 185 kPa. Alors, nous allons voir la relation qui est la suivante. P1 sur N1 qui est égal à P2 sur N2. Nous allons isoler le N2. On peut faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, ce qui va nous donner cette relation. Si nous substituons, donc nous avons deux chiffres significatifs ici, le 5 mol, multiplié par la pression qui est 185, le tout divisé par la pression 1 qui est 220. Alors, nous aurons à garder, à arrondir à deux chiffres significatifs, car celui qui en a le moins en possède deux. Et voilà, c'est logique aussi, on peut raisonner. Il ne faut pas oublier qu'on a de la matière grise dans le cerveau. Alors, la pression diminue. Alors, c'est normal que la quantité de mol a diminué elle aussi. La loi des gaz parfaits maintenant. Donc, la loi des gaz parfaits, en fait, c'est que nous avons dans la loi des gaz, donc, on a vu euh, depuis l'étude euh, des gaz, on a vu les relations qui existaient, par exemple, entre le volume et la pression. Ça a été notre première relation. On a vu que c'était inversement proportionnel. Donc, ce qu'on a vu aussi, soit en laboratoire ou même théoriquement, on a vu que le volume était proportionnel à la température. On a vu que le volume il était proportionnel au nombre de moles. En fait, le volume il est proportionnel à l'inverse de la pression. OK? Il est proportionnel à 1 sur la pression. Donc, ça veut dire inversement proportionnel à la pression. Donc, on peut écrire ça de cette manière-là. Il est aussi le volume proportionnel à la température, proportionnel au nombre de moles. Alors, si nous changeons le symbole de proportionnalité par l'égalité, il faut introduire une constante. Mais là, je ne vais pas l'appeler K, je vais l'appeler R parce qu'en fait, c'est la constante des gaz.
Alors, nous obtenons à ce moment-là R égale 1 sur P, V égale R fois 1 sur P, fois T, fois N. Et nous allons voir apparaître une nouvelle loi qui est la suivante. Donc, le R sur le P fois le T fois le N. Et si on rend ça de façon plus élégante et musicale, nous allons avoir que PV est égal à nRT. Et c'est ça, tout simplement, la loi des gaz parfaits. Donc, c'est PV est égal à nRT. Celle-ci, on l'appelle la loi des gaz parfaits. En fait, un gaz parfait, c'est un peu comme un gaz théorique, en fait, qui va fonctionner avec toutes les relations mathématiques, que ce soit la loi de Charles, la loi de Gay-Lussac. Donc, les lois vont toutes fonctionner avec les gaz parfaits. En fait, dans la réalité, les gaz réels, si on a des écarts, ben pas des écarts, mais de très, très grande pression, de très grandes ou de très basses températures, alors ces lois-là vont difficilement être respectées. Donc, la loi des gaz parfaits, c'est tout simplement de retenir que c'est un gaz parfait va fonctionner, va faire en sorte que les relations, les formules que nous avons trouvées, soit en laboratoire ou les formules que nous avons données théoriquement, vont fonctionner avec, lorsqu'on considère, par exemple, les gaz de façon parfaite. Alors, la loi des gaz parfaits, CPV est égal à nRT. On vous donne cette formule sur votre feuille de formule dans les examens. Attention ici au niveau des unités. Très, très important. La pression, jusqu'à présent, on pouvait la donner en millimètres de mercure, en centimètres de mercure, avec toutes sortes d'unités. Maintenant, ce n'est plus le cas avec PV est égal à nRT. Même chose pour le volume, on pouvait le garder en millilitres ou en litres, mais là, ce n'est plus le cas, c'est vraiment en litres. Le nombre de moles, ça ne se discute pas, c'est en mol. La température, c'est en Kelvin. Et si dans un exercice, une question, on ne se souvient plus des unités de pression et de volume qu'on doit substituer dans cette formule, il suffit tout simplement de regarder les unités de la constante R, la constante des gaz. Elle est exprimée en kilopascal multiplié par des litres, le tout divisé par des moles qui sont multipliés par des kelvins. À ce moment-là, en passant cette constante-là, elle est donnée aussi sur la feuille de formule à l'examen. Elle est égale à 8,31 et ça, ce sont les unités qui l'accompagnent. Donc, 8,31 kilopascal multiplié par des litres divisé par des moles qui sont multipliés par des kelvins. Alors, vous avez tout simplement à regarder les unités de la constante des gaz pour justement avoir les unités que nous devons utiliser pour la loi. Donc, la pression est en kilopascal, le volume est en litres, la quantité en mol, la température est en Kelvin. Faisons un exemple. Alors ici, le PV est égal à nRT, vous allez voir, il va se révéler par la pose du problème. Si vous posez votre problème, vous allez voir que finalement, il n'y a pas deux conditions et donc, ça va faire appel à la loi générale, pas à la loi générale, mais à la loi des gaz parfaits. Alors, on dit dans cet exemple, on dit lorsqu'ils sont gonflés au maximum, les poumons d'une personne contiennent, on a un volume qui est égal à 4,09 litres. Lorsque nous avons une température qui est égale à 37,0 degrés Celsius, on va tout de suite la transformer en Kelvin. Donc, ça nous donne 310 Kelvin. Par la suite, nous avons à calculer le nombre de moles. Combien de moles? C'est la variable N. Si nous avons une pression qui est égale à 101 kilopascal. Donc, voyez-vous, il n'y a pas de 1 ou de 2 conditions. Il y a seulement une condition. Alors, c'est pour cette raison que je n'ai pas écrit V1, T1, N1, P1. Donc, nous avons juste une condition. À ce moment-là, qu'est-ce qui va nous être inspiré? C'est la loi des gaz parfaits. Donc, PV est égal à nRT. Et nous allons isoler la variable que nous voulons trouver. Alors, c'est PV
sur RT. Donc, nous avons isolé le nombre de moles. Nous allons substituer. Donc, la pression est de 100 kPa. Le volume est de 4,09 litres. Nous avons que la constante, c'est le 8,31 kPa multiplié par des litres, le tout divisé par des moles, qui sont multipliés par des kelvins. Et par la suite, nous avons la température qui était de 310 kelvins. Alors, par le traitement des unités, nous allons voir que ce qui simplifie là-dedans, le kelvin avec le kelvin ici, ensuite le litre avec le litre ici, le kilopascal avec le kilopascal ici. Alors, nous avons une valeur ici au numérateur qui est divisée par une fraction. Les fractions, on va se retrouver avec 1 sur mol comme unité. Alors, divisé par une fraction revient multiplié par l'inverse de la fraction. Alors, mol va se retrouver au numérateur. Donc, on va avoir comme unité des mols. Ici, nous avons trois chiffres significatifs. Trois chiffres significatifs. Le 8,31 est considéré comme ayant un nombre illimité de chiffres significatifs. Alors, et la température ici, elle a 4 chiffres significatifs. Nous allons donc arrondir pour avoir 3 chiffres significatifs. Alors, nous obtenons avec la loi générale une valeur de 0, pas la loi générale, mais la loi des gaz parfaits. Donc, nous obtenons 0,159 mol. Et voilà. Un autre exemple, en lien avec PV est égal à nRT. En fait, dans le manuel, vous ferez attention, il vous complique la vie en vous donnant encore une formule que je ne donnerai pas dans les examens pour calculer la masse molaire. Oups. Donc, pour calculer la masse molaire avec PV est égal à nRT. Alors, on va y aller tranquillement. On va poser notre problème. Alors, on vous demande la masse molaire. C'est ce qu'on cherche. D'un échantillon de gaz inconnu, s'il y a une température de 0 degré Celsius, ça veut dire qu'on additionne 273 pour avoir la température en Kelvin. Nous avons une pression qui est égale à 102 kPa. Vous pouvez faire une lecture rapide du problème dans un premier temps pour voir s'il y a une ou deux conditions. Alors ici, on a juste une condition. Le volume est égal à 2,30 litres et nous avons une masse qui est donnée. Alors, dans aucune formule, on n'a pas de formule qui contienne la variable M pour la masse. Même chose pour la variable grand M pour la masse molaire. La masse molaire, c'est celle qu'on retrouve dans le tableau périodique. En fait, lorsqu'on trouve la masse molaire, on pourrait même identifier le gaz si on nous donnait des choix de gaz. Alors ici, on ne s'énerve pas, on va tout simplement, donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'ils nous ont donné? Ce qu'ils nous ont donné, on a quand même T, P et V. Ça nous inspire, PV est égal à nRT. Donc, allez pas trop vite. Essayez pas d'un seul claquement de doigts d'arriver à la réponse. Ici, avant, là, il y a plusieurs étapes. Alors, une première étape, c'est tout simplement de dire, ils nous ont donné la pression, le volume. On nous a donné aussi la température. Le R, c'est une constante qui ne varie pas de 8,31. Alors, ce que je suis capable de faire avec, c'est de calculer le nombre de moles. Alors, on va isoler. On va substituer. Alors, la pression étant de 102 kPa, le volume de 2,30 litres, le R de 8,31 kPa fois des litres divisé par des moles multiplié par des kelvins, le tout multiplié par la température qui était de 273 kelvins. Ici, je vais garder au moins 5 chiffres significatifs. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fini mon calcul. Hein? J'aurais pu introduire dans tout ce calcul-là ce que je vais faire tantôt en règle de 3.
Donc, on a un nombre de mol qui est égal à cette valeur, donc qui continue, 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 là. Et voilà, nous avons la moitié du chemin de fait. Alors, c'est pas ça qu'on nous demande, c'est pas ce qu'on nous a demandé. On nous a dit de calculer la masse molaire. Mais le nombre de moles que nous venons de calculer correspond à la masse, hein, qui est donnée ici. Alors, si nous voulons connaître la masse molaire, faisons tout simplement une règle de 3. Donc, notre nombre de moles que nous avons trouvé correspond à une masse, parce que c'est la quantité, le gaz que nous avons utilisé là, avec cette pression et ce volume et cette température, c'était 4,23 grammes. Mais nous avons calculé avec PV est égal à nRT, le nombre de moles. Allez pas transformer ce nombre de moles-là avec le tableau périodique. Ça ne fonctionne pas comme ça, là. Donc, il faut passer par PV est égal à nRT pour avoir vraiment le nombre de moles qui correspond à cette masse. Et nous savons que le tableau périodique nous donne la masse pour une mole. Donc, une mole, nous allons avoir une masse qui va correspondre finalement à la masse molaire, c'est-à-dire la masse pour une mole. Lorsque nous allons effectuer notre calcul, nous avons un nombre infini de chiffres significatifs ici. On en a gardé plusieurs de moles. Oups. Donc, nous avons, je vais juste recommencer. Lorsqu'on fait le calcul, donc nous avons une mole, qui est un nombre infini de chiffres significatifs, multiplié par notre 4,23 grammes, qui a trois chiffres significatifs. Le tout divisé par un nombre infini de chiffres significatifs. J'aurais pu intégrer. D'ailleurs, dans le manuel, c'est ce qu'ils ont fait. Moi, je ne vais pas l'intégrer. On va tout simplement y aller de cette façon. Alors, le nombre de grammes que nous allons obtenir va correspondre. Donc, on va arrondir pour avoir trois chiffres significatifs. Celui qui en a le moins en possède de 3. Celui-ci est considéré comme ayant un nombre, hein, les constantes ou les valeurs qui sont associées ont un nombre illimité de chiffres significatifs. Donc, les valeurs qui sont fixes, là, admettons, là, ont un nombre illimité de chiffres significatifs. Alors, le X, je suis allé un petit peu trop vite, là, mais le X correspond à 40,9 grammes. Et donc, si on veut donner la réponse qui est la masse molaire, nous allons dire qu'elle est égale à 40,9 grammes par mol, tout simplement. Par la suite, voyons la loi générale des gaz. La loi générale des gaz, on a presque terminé là, toute la matière concernant les gaz. Ça va mettre en relation en fait les quatre variables. On a vu la pression, le volume, la température, toujours en Kelvin, la quantité, toujours en mol. Puis finalement, on va avoir deux conditions associées à cette loi-là. Donc, c'est celle qui est donnée sur votre feuille de formule. De cette loi générale-là des gaz, on peut déduire toutes les petites relations que nous avons étudiées en laboratoire ou théoriquement. Attention, la température est toujours en Kelvin. Par contre, dans cette loi générale des gaz, la pression peut être en millimètres de mercure, peut être en centimètres de mercure, en atmosphère, en toutes sortes d'unités. Le volume, la même chose. Par contre, le nombre de moles, ça reste toujours en mol. Et la température reste toujours en Kelvin, bien entendu. Alors, la loi générale des gaz, montrons un exemple. On vous dit qu'à TAPN, on n'a que 0,150 mol de vapeur d'eau occupe un volume de 55 millilitres. Quelle sera la nouvelle température en degrés Celsius si on retire 0,030 mol de vapeur d'eau tout en augmentant la pression jusqu'à 115 kPa et en diminuant le volume jusqu'à 40 millilitres? Oh, il y a beaucoup d'informations là-dedans. On va prendre une bonne respiration puis on va poser notre problème tranquillement. TAPN, ça veut tout simplement dire que ta température, hein, ambiante
est à 25 degrés Celsius. C'est pour ça qu'il fallait l'apprendre par cœur, hein? Le TAPN, qu'est-ce que ça veut dire, et le TPN. Alors, TAPN veut dire température ambiante et pression normale. Nous avons donc 298 Kelvin. Nous avons donc aussi une pression, parce que la pression est normale, de 101,3 kPa. Nous avons par la suite le nombre de moles qui est associé à TAPN, qui était de 0,150 mol. On l'a donné dans l'énoncé du problème. Nous avons un volume aussi qui est associé à cette quantité, qui est égal à 55 millilitres. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de variables. Par la suite, on nous demande de calculer la nouvelle température. Donc, on a deux conditions. Si nous retranchons à notre nombre de moles 0,030 mol, donc ça veut dire que N2 va être égal à 0,150 mol moins 0,030 mol, ce qui va nous donner un nombre de moles qui est égal à 0,120 mol. Qu'est-ce qu'on nous a donné comme autre information? Dans l'énoncé du problème, associé à la deuxième situation, nous avons un nouveau volume qui est égal à 40 millilitres. Alors, ce que ça va inspirer, tout simplement, ça va inspirer la loi générale des gaz. Nous avons deux conditions, alors on va l'utiliser. En passant cette loi-là, on pourrait utiliser juste trois variables sur quatre. Donc, l'autre demeure constante à ce moment-là. Donc, c'est une équation qui nous permet, qui est bien flexible, qui nous permet d'aller chercher plein de relations mathématiques entre les variables. Alors, ici, c'est T2 que nous cherchons. On peut faire le produit des extrêmes égal au produit des moyens, et ensuite isoler T2. Alors, T2 va donner P2 multiplié par V2 multiplié par N1, T1, le tout divisé par N2, P1, V1. Réglez votre problème d'isolation de variables avant les examens parce que il y en a qui font des erreurs. Si on substitue, je vais laisser tomber les unités pour ne pas alourdir trop mon problème. Alors, nous aurons ceci. Jusqu'à présent, nous avons trois chiffres significatifs pour les mesures. On divise le tout par le nombre de moles, N2, par la pression P1 que nous avions, et par notre volume que nous avions initial. Alors, nous allons arrondir pour garder trois chiffres significatifs et nous obtenons 308 Kelvin. Par contre, la question, c'est qu'on nous demandait de donner la température en Celsius. Alors, il nous reste tout simplement à retrancher cette fois-ci 273 à notre valeur. Nous allons donc avoir 35 degrés Celsius. Maintenant, voyons la stoichiométrie des gaz. La stoichiométrie des gaz, c'est pas vraiment compliqué. C'est un mariage entre PV est égal à nRT et la stoichiométrie. Autrement dit, les valeurs manquantes, nous allons aller les chercher dans une équation équilibrée. Bien entendu, l'équation va être donnée. Très souvent, elle est déjà équilibrée. Donc ici, ce que nous avons comme exemple, c'est que le propane, qui est un hydrocarbure, brûle en présence de dioxygène. On a vu que les hydrocarbures, lorsqu'ils brûlent, il y a toujours libération du CO2 et de la molécule d'eau. Alors, j'ai une équation ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va vous donner un exemple, tout simplement. Alors, on dit quel volume de dioxygène? Ici, ça va être important. Lorsqu'on va poser le problème, de spécifier qu'est-ce qu'on cherche. Alors, nous voulons le volume de dioxygène qui est nécessaire à la combustion de 35 litres de propane. Donc, nous avons le propane, qui est le C3H8.
nous connaissons son volume. Donc, on veut faire brûler 35 litres de propane, puis on nous demande quel volume nous avons besoin d'oxygène. Ce qu'on nous donne comme information, donc ici, on vous dit quel volume de dioxygène est nécessaire à la combustion de 35 litres de propane si les volumes sont mesurés aux mêmes conditions de température et de pression. Alors, ce qu'il faut aller chercher, en fait, dans l'équation équilibrée, c'est le nombre de moles de dioxygène et le nombre de moles de notre hydrocarbure. De quelle manière nous allons aller chercher ce nombre de moles-là? Tout simplement, c'est très simple, par les coefficients qu'on retrouve devant les molécules. Ici, pour notre propane, c'est sous-entendu 1 mol, et pour le dioxygène, 5 moles. Donc, le propane, dans l'équation, nous avons 1 mol qui va réagir avec 5 moles d'oxygène. Alors, voyez-vous, on peut réutiliser la loi d'Avogadro qui relie tout simplement le volume et le nombre de moles. Et voilà. Et par la suite, nous pouvons isoler et substituer et nous arriverons, donc je vais passer cette étape-là, à un volume de 175 litres. Maintenant, allons dans un peu plus compliqué avec la stoichiométrie. On nous pose une autre question, quel sera le volume de dioxyde de carbone? Alors, nous cherchons le volume de CO2 produit si nous avons une masse de propane qui est égale, donc ça c'est la masse de propane, qui est égale à 155 grammes. Et nous avons comme autre valeur qui nous est donnée la température ambiante qui est égale à 25 degrés Celsius. On va tout de suite transformer ça en Kelvin. Et nous avons une autre valeur qui est la pression normale, qui est égale à 101,3 kPa. Alors là, on ne s'énerve pas ici. On veut le volume. En fait, il y a juste une condition ici. Alors, ça veut dire qu'on va utiliser PV est égal à nRT. Mais le volume que nous voulons, c'est le volume de CO2. Donc, nous avons la température, nous avons la pression, nous avons la constante. Alors, ce qui nous manque, il nous manque le nombre de moles de CO2. C'est qu'est-ce qui va nous aider? Donc, lorsqu'on rencontre une problématique ou un bug dans une question en chimie, on fait une règle de 3 ou tout simplement une stoichiométrie. Donc ici, nos deux ingrédients qui nous ont été donnés, ce qui a été parlé dans l'énoncé de la question, c'est le dioxyde de carbone et le propane. Donc on va aller les localiser, dioxyde de carbone et le propane. L'équation, elle est bien équilibrée. Alors là, qu'est-ce qui nous manque pour calculer le volume du CO2? Alors, on a dit tantôt le volume de CO2, si on l'isole, ça va nous donner le nombre de moles de CO2 qu'on ne connaît pas, la constante qu'on connaît, la température qu'on connaît, la pression que nous connaissons. Donc, il nous manque le nombre de moles de CO2. Alors, on va aller le calculer, ce nombre de moles-là, avec la stoichiométrie. Et c'est à ça que va servir la masse qu'on nous a donnée pour notre hydrocarbure. Donc, 155 grammes d'hydrocarbure, lorsque ça brûle, ça va former combien de moles de CO2, sachant que 3 moles vont être formés si nous avons, donc si vous calculez la masse totale, qui est 44 grammes, donc avec le tableau périodique, 3 fois la masse du carbone qui est 12, donc 3 fois 12, plus 1 fois la masse, 8 fois la masse de l'hydrogène, donc qui est 1 gramme. Là. Alors, nous arrivons à 44 grammes. Ça, j'ai pris le tableau périodique ici. J'ai calculé la masse de tout ça. Alors, voyez-vous, je fais de la stoichiométrie. Ici, je suis allé chercher mon nombre de moles dans l'équation équilibrée.
Alors, lorsque on isole, on arrive à un nombre de moles qui est égal à 10, encore là, laissez le plus possible de chiffres significatifs parce qu'on n'a pas terminé de faire le calcul et on aurait pu introduire cette mathématique-là, ce calcul-là, dans cette équation-ci. Alors, nous avons maintenant le nombre de moles. On peut procéder au calcul du volume de CO2, donc le nombre de moles de CO2. Souvent, ce qu'on est porté à faire ici, là, dans ce problème-là, on est porté à aller transformer les grammes ici en moles et à les substituer dans la formule. Ça ne fonctionne pas parce que nous voulons le volume de CO2. Ça nous prend donc le nombre de moles de CO2. Alors, si vous transformez le 155 grammes en moles, vous êtes dans le champ parce que cette masse-là, elle est reliée au propane et non au CO2. C'est pour cette raison-là qu'on doit aller faire de la stoichiométrie pour trouver notre nombre de moles. Alors, nous avons la constante qui est 8,31. Nous avons la température qui avait été donnée de 298, le tout divisé par la pression qui était de 101,3 kPa. Ça va nous donner un volume de CO2 qui est égal à 258 litres. Alors, on fait juste récapituler. Donc, on ne s'énerve pas. On va poser notre problème. On l'a posé ici. On voulait le volume de CO2. On nous avait donné une masse. On nous avait donné la température et la pression. Par contre, la masse qu'on nous avait donnée n'était pas en lien avec avec le CO2. Alors, ce que nous avons fait tout simplement, on a posé notre problème et ensuite on a dit quelle est la formule qui va nous donner le volume? Eh bien, c'est la loi générale c'est la loi des gaz parfaits, PV est égal à nRT, mais on veut le volume de CO2. C'est important de le noter, alors nous avons besoin du nombre de moles de CO2. Et le nombre de moles de CO2, on l'a eu par stoichio. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça stoichiométrie, là, et gaz, parce qu'on a besoin d'aller chercher lorsqu'on traite avec les formules, avec les lois sur les gaz, lorsqu'on traite certaines variables, on a besoin d'aller chercher des valeurs manquantes en stoichiométrie. Maintenant, dernière chose, la loi de Dalton. Selon la loi de Dalton, aussi connue sous le nom de loi des pressions partielles, on dit que à une température donnée, la pression totale d'un mélange de gaz est égale à la somme des pressions de chacun des gaz. Autrement dit, si vous connaissez dans un système, si vous avez plusieurs gaz mélangés, les pressions vont s'additionner. Ici, j'ai un exemple, la pression là, est en barre, c'est à peu près l'équivalent de l'atmosphère. Alors, voyez-vous le mélange, qu'est-ce que je fais? Nous mélangeons de l'azote avec de l'oxygène dans ce contenant ici, dans le contenant qu'on retrouve juste à gauche. Et comme chacun a une pression qui est pour le diazote de 0,8 bar et pour le dioxygène de 0,2, bien alors les deux vont s'additionner et nous aurons à ce moment-là une pression égale à 1 bar. Et voilà, 0,8 plus 0,2. C'est tout simplement ça la loi de Dalton. Alors, ça dit que si vous mettez des gaz dans un même contenant et que ces gaz-là ont leur propre pression, alors la pression, tout simplement, les pressions de chacun des gaz vont s'additionner. Ici, nous avons la loi de Dalton qui veut dire que la pression totale, elle est égale, dans un système gazeux, à la pression du gaz A plus la pression du gaz B plus la pression du gaz C, etc. Donc, P indicé de T, c'est la pression totale. P indicé de A ou de B ou de C, c'est la pression du gaz A, du gaz B, du gaz C. Allons voir un exemple. Alors ici, souvent,
On vous donne des formules dans le manuel, mais on n'apprend pas de formules. On peut y aller par des produits croisés tout simplement. À une température donnée, on a un mélange de gaz qui contient 3,35 mol de néon. Alors, nous avons le nombre de moles de néon, le nombre de moles d'argon et le nombre de moles de xénon. On peut donc aller calculer le nombre total de molécules gazeuses, donc 3,35 moles. On va aller faire ça, plus 0,64 moles, plus 2,19 moles. Les moles vont s'additionner parce qu'on ajoute ces gaz-là dans un seul contenant. On fait un mélange. Alors, nous allons poser notre problème. Première chose qu'on est capable de faire, c'est de calculer le nombre de moles total. Le chiffre qui a le moins de décimales, ben en fait, ils en possèdent tous deux. Donc, on va en laisser deux après la virgule. Ce qu'on nous a donné comme valeur aussi, c'est la pression totale, qui est égale à 200 kPa. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la pression partielle du xénon? On va faire une règle de 3. Vous avez que 6,18 mol, qui est le nombre total de gaz, correspond à la pression totale de 200 kPa. C'est lorsqu'ils sont tous ensemble. Alors, à ce moment-là, si on veut connaître seulement la masse du xénon, pas la masse, mais la pression du xénon, donc en kilopascal, nous savons le nombre de moles, on nous l'a donné. Oups, là, je suis en train de... Hein? OK, je suis en train de le faire à l'envers, je m'excuse. Il commence à se faire tard. Hein? Il est presque minuit. Et voilà. On va replacer ça comme il faut. Alors, le 6,18, et voilà, correspond à 200 kPa. Alors, si nous voulons connaître la pression partielle du xénon, alors on sait que la quantité que nous avons est de 2,19 mol. Nous allons faire une règle de 3 avec ça et nous allons trouver que le X est égal à 70,9 kPa. Donc, la réponse, c'est que notre pression pour le xénon, la pression partielle, elle est égale à 70,9 kPa. Donc, notre règle de 3, on va la faire soit avec des nombres de moles total ou des pourcentages aussi. Le 100% correspond à 200 kPa. Donc, si on a un gaz, par exemple, dans un système qui est présent à 20%, on va pouvoir faire une règle de 3 avec le 100% qui correspond à la pression totale et le petit pourcentage qui correspond à la pression partielle du gaz. Alors, ça termine la théorie en lien avec l'état gazeux, avec les gaz tout simplement. Nous allons poursuivre avec l'énergie dans les prochains cours.